Oui, bienvenue dans ce magazine de l'FC comme tous les lundis sur Africa 24. Et puis deux faits importants dans la semaine. Il s'agira tout d'abord de la désignation du pays ou des pays hôtes de la Coupe du Monde en 2026. Et puis le début du Mondial 2018 en Russie. Tout est fin prêt pour le premier match prévu ce jeudi 14 à Moscou justement entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Nous allons découvrir ensemble le sommaire de cette émission avant de voir les invités. Nous, donc, J-3, avant la désignation par la FIFA pour l'attribution du Mondial 2026. Deuxième grand titre, eh bien, c'est cette Coupe du Monde 2018. 5 équipes africaines tenteront d'aller le plus loin dans cette compétition. Nous allons analyser, voir comment ça peut se faire. Et puis, ambiance sur notre continent. Avant ce Mondial 2018, nous partirons dans un pays. Et vous allez voir avec l'un de nos correspondants permanents sur le continent. Nos invités, tout d'abord, il y a Bruno Haoyo. Bruno qui est jeune journaliste béninois. Bonsoir Bruno. Absolument, salut José. Et en forme avant cette Coupe du Monde? Comme toujours. Comme toujours. Il y a Xavier Barret qui est avec nous, qui est journaliste. Xavier a sorti un superbe livre qui s'appelle Coupe du Monde, football, en 90 minutes que nous allons découvrir au cours de cette émission. Xavier. Bonjour José, bonjour à tous. Vous aviez de bonnes choses à lire. L'idée, en fait, c'était de proposer l'histoire de la Coupe du Monde différemment. Parce que souvent, on a les images en noir et blanc, puis en couleur, puis en HD, les photos de définition à la fin. Et là, je me disais, comment est-ce qu'on peut casser ça tout en transmettant cette passion du football? Et donc là, j'ai dit, attends, un match, c'est 90 minutes. Et l'histoire de la Coupe du Monde est tellement riche que je suis sûr qu'à chaque minute, on va trouver quelque chose. Un but, une expulsion, un penalty marqué, manqué. Et donc, c'était le défi. On l'a relevé avec les éditions Glénat. Et puis un autre grand monsieur qui est à vos côtés, c'est monsieur Diblo Dibala. Lorsque j'étais animateur de radio, je veux passer votre titre, Diblo, au moins pendant 1 heure ou 2 heures, pendant 3 fois ou 4 fois, je vais passer votre titre à la radio. Bonjour, José. Bonsoir Diblo. Passionné de foot aussi, Diblo, vous suivez de près? Beaucoup le foot, ah oui. J'ai failli être même footballeur quand j'avais 15-16 ans comme ça. Oui, précision, Diblo, vous êtes du Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, RDC. RDC. Eh bien, nous allons dialoguer avec vous tout à l'heure. Tout de suite, nous allons nous adresser aux internautes. Alors, comment sentez-vous nos pays dans ce mondial ou avant ce mondial? Justement, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous allez sur Facebook, Africa 24, ou le hashtag Africa 24 également, à la une de ce magazine. Et donc, le Maroc attend la décision de la FIFA ce mercredi pour l'attribution du Mondial 2026. Le Maroc qui fait partie des 5 équipes africaines, vous le savez, on vous le répète, sur les 32 nations qualifiées pour ce Mondial qui débutera ce jeudi 14 juin en Russie. Le royaume chérifien est peut-être à son meilleur niveau footballistique en ce moment. Le pays prévoit de mettre en place un programme ambitieux pour préparer les talents de demain. Gladys Mwamba pour le sujet. Présentée par de nombreux observateurs comme la meilleure équipe africaine de la Coupe du Monde 2018, la sélection marocaine monte en puissance en multipliant de bons résultats, portés notamment par les joueurs de sa diaspora. En novembre 2017, les Lions de l'Atlas décrochaient leur qualification pour le mondial en Russie, une première depuis 1998. Au même moment, le club professionnel Wydad Casablanca a été sacré champion d'Afrique 25 ans après son premier titre. Et en février 2018, le Maroc remportait à domicile le 5e championnat d'Afrique des Nations. C'est beau, mais l'enjeu est de structurer tout ça. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut faire un travail de fond. On veut éviter la logique de résultats accidentels et aller vers la pérennité. Le Maroc a décidé de se doter d'un ambitieux programme de formation pour notamment ne plus dépendre totalement des talents issus de la diaspora et pour favoriser l'émergence des jeunes joueurs locaux. On a tardé en quelque sorte à une formation digne de ce nom-là parce que tous les clubs ont des centres de formation. Mais je pense que l'émigration a donné un nouveau souffle. C'est pas pour délaisser, c'est pas pour ignorer ou bien dénigrer le joueur local, mais par rapport à nos formations, c'est vrai que les vrais critères de formation manquaient à notre continent. Ce nouveau plan de formation devrait permettre la création de 5 nouvelles sélections, U15 ou encore les U20 et U17 féminines. Il prévoit également la mise en place de 99 terrains synthétiques, 12 terrains en gazon et 5 centres fédéraux de formation déployés sur l'ensemble du territoire national pour un coût total de 150 millions d'euros. Le Maroc qui sera ce mercredi 13 juin à Moscou s'il organisera le Mondial 2026.
Et le débat immédiatement dans cette émission de l'UFC. Alors Bruno, le Maroc qui se donne les moyens, on peut le dire. Et quelles sont les chances justement du Maroc d'obtenir ce mondial de 2026? Comment sentez-vous le dossier? Je pense que ça va être très compliqué. Le problème, c'est que malheureusement, Donald Trump a annoncé la couleur en faisant de l'ingérence clairement dans les choix de nos fédérations, dans ce que nos fédérations pourraient choisir. Et pour moi, c'est extrêmement mal barré. Il y a déjà eu cette histoire qui faisait que le Maroc ne serait soi-disant pas dans les critères et ne pourrait même pas aller jusqu'au vote. Enfin, le Maroc, heureusement, le Maroc a réussi à obtenir ça, mais je pense que ça va être trop compliqué. Et vraiment, moins la politique se mêle du foot, comme ça a été le cas avec le président américain qui, franchement, dans son comportement était lamentable, mieux c'est pour tout le monde. Quels sont les critères d'ingérence pour nos téléspectateurs? L'ingérence, c'est tout simplement le fait de dire « Ah oui, nous avons des alliés que nous aidons à l'année pour des histoires économiques, etc. Donc ils doivent voter pour nous. » Exemple, l'Afrique du Sud qui a déjà annoncé qu'ils allaient voter pour les États-Unis parce que le gouvernement a des accords avec le gouvernement américain. Et ça, c'est intolérable d'entendre ce genre de choses. Dibala, vous trouvez ça juste que l'Amérique fasse pression? C'est pas normal du tout. Hein. C'est le sport. Pourquoi ils vont mélanger la politique dans le sport? Je ne comprends pas ça. Xavier, l'idée était pipée dès le départ. Le problème de la désignation d'un pays organisateur d'une grande compétition internationale, c'est que ce n'est pas du sport, c'est de la politique. Donc à partir de ce moment-là, c'est les règles de la politique qui s'appliquent. Pour l'organisation d'une compétition sportive, c'est des règles politiques. Et pourquoi Infantino ne dit rien? Lui, il sait qu'il y a une pression américaine et il ne dit rien. Et lorsque l'Afrique parle, il intervient. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On l'a vécu, nous, Français, à nos dépens, notamment pour l'attribution des Jeux Olympiques de 2012. La France avait un magnifique... Enfin, Paris avait un très, très beau dossier. Et finalement, c'est Londres qui a fait un lobbying beaucoup plus efficace et qui a arraché ce vote. Dans l'autre sens, on peut signaler et rappeler qu'en 1998, lors du vote de l'élection du nouveau président, puisque João Havelange ne se représentait pas à l'élection à la tête de la FIFA, il y avait match entre Lennart Johansson, le Suédois, soutenu par le lobby anglo-saxon, et qui avait passé un accord avec la CAF du président Hayatou, contre Sepp Blatter, secrétaire général de la FIFA avec Platini, et la diplomatie française, notamment auprès des fédérations africaines, a fait un travail de lobbying extraordinaire pour permettre à Sepp Blatter de sortir devant Johansson. Donc, quand on sort du terrain, pour ce qui est de l'organisation du football, c'est des règles du monde politique. Oui. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des ingérences politiques, puisqu'on est dans des modes de fonctionnement politique. Mais on est d'accord qu'on a rarement entendu quand même le président d'un pays qui dit « Nous, on a des accords économiques, donc vous devez voter pour nous ». Enfin, c'est intolérable. Et notamment, au moins que ce travail, il faut un peu se cacher, comme un peu Justement, on peut lui reconnaître ce mérite, et je n'ai pas tellement de sympathie pour Trump, mais on peut lui reconnaître ce mérite, au moins d'avoir dit les choses clairement. Parce que toutes ces dernières années, les attributions des Coupes du Monde et le sommet, ça a quand même été Russie 2018 et Qatar 2022, ça a toujours été des histoires qui se sont passées en coulisses. Là, au moins, Trump, il faut lui reconnaître ce mérite. Dans sa bêtise, il annonce la couleur. Si vous ne votez pas pour nous, on n'est pas d'accord. Bon, au moins, c'est très clair. C'est pas gênant pour l'Afrique du Sud, quand même, de prendre position, un pays qui avait subi l'apartheid? Mais oui, c'est ridicule. Je ne sais même pas comment les dirigeants sud-africains le dirigeant sud-africain qui a pris la parole peut se regarder dans une glace. C'est intolérable. Oui. L'Union africaine dans tout ça n'intervient pas, ne fait pas quelque chose. Eh bien, justement, nous allons voir après la nomination. Justement, Xavier, vous disiez avant de... Non, moi, je ne comprends pas. Il y a eu une unité africaine, et effectivement, de ce point de vue-là, les Marocains peuvent déplorer qu'il y ait eu déjà 4 pays, je crois, qui ont dit qu'ils allaient voter pour les États-Unis. Il y a le Libéria, qui historiquement est une colonie, une ancienne colonie américaine. Et qui est financée par... par les États-Unis. C'est George Weah, en plus, c'est un ancien footballeur, Ballon d'Or en 1995, qui est président. Donc, il y a l'Afrique du Sud et il y a la Namibie et le Zimbabwe qui fait des départs. Oui, mais est-ce qu'on doit céder comme ça devant les Américains en permanence?
Après, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Moi, je suis partisan de la candidature au Maroc, parce que d'abord, c'est un pays avec lequel les Français ont... Et qui est proche de l'Europe. C'est plus facile pour nous d'aller voir les matchs au Maroc qu'en aux États-Unis. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? La FIFA, et c'était encore Sepp Blatter, le président, avait promis la Coupe du Monde 2022 aux États-Unis. Et les sponsors de la FIFA, un certain nombre sont d'ailleurs des grandes boîtes américaines, voulaient cette Coupe du Monde aux États-Unis. Et les Américains, de leur côté, ont lancé la MLS, la Major League Soccer, avec des grands champions qu'ils ont fait venir, qu'ils ont payé très cher, et ils continuent à développer le soccer aux États-Unis. Il y a beaucoup de joueurs africains, d'ailleurs, qui jouent dans les clubs de la MLS. Et même Patrick Vieira, qui entraînait une équipe, qui revient en France. Qui revient à Nice là maintenant, qui entraînait New York City. Donc, il y a effectivement un nouveau pôle du football qui se développe en Amérique du Nord. On ne peut que s'en réjouir quand on a connu les plus anciens à l'époque où c'était un désert. Le football, le soccer n'existait pas aux États-Unis. Maintenant, ça tombe mal. Comme ils n'ont pas eu la Coupe du Monde 2022, puisque le Qatar a réussi à l'obtenir, avec les moyens que l'on sait, et bien du coup... Maintenant, la FIFA veut leur donner 2026. Ok, on verra. C'est malheureusement aux dépens du Maroc, mais dans le cadre du développement du football, c'est difficile de dire que c'est pas bien pensé. Voilà. Ok. En tout cas, on en reparlera encore tout à l'heure. Nous allons enchaîner avec justement, un petit focus sur le Sénégal qui a choisi Vitel précisément pour se préparer pour l'oxygénation. Bruno, c'est une bonne chose selon vous de choisir un endroit où il fait bon de vivre, il fait bon de respirer justement? Ouais, pourquoi pas, mais après, trop de confort, c'est pas bon pour les équipes, puisque on a vu déjà leur premier match de préparation face au Luxembourg, ils sont pas bons du tout. Le match suivant, j'ai plus l'adversaire en tête, mais ils perdent, il me semble. Ouais, bon, c'est sympa, mais après, le vrai souci, c'est comment les joueurs adhèrent au projet d'Aliou Cissé. Oui. Est-ce que le projet de jeu d'Aliou Cissé est véritablement clair? Et ça, vous m'inquiétez quand même, parce que si vous étiez technicien, vous n'auriez pas choisi un endroit idéal pour permettre aux joueurs de bien se préparer. Vous savez que, par exemple, la France a déposé... Oui, mais tout le monde globalement choisit de bons endroits, mais le plus important... Mais Vitel, c'est quand même un endroit idéal, non? Oui, bon, pourquoi pas. Pas du mal de Vitel, pourquoi pas. Ma mère est vosgienne, donc c'est une très belle région et il fait très bon vivre. C'est un peu austère l'hiver, je conviens, il fait un peu froid, mais l'été, c'est très agréable. Après, est-ce que les Sénégalais auraient pu préparer la Coupe du Monde dans des conditions de sérénité totale en restant à Dakar ou à Saint-Louis? Ça aurait été compliqué, je pense qu'avec la passion qu'il y a autour de l'équipe, il fallait qu'ils s'éloignent un peu pour préparer sereinement. Oui, pourquoi pas, mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est que l'équipe soit bonne sur le terrain. Après, oui, on verra. Ils peuvent même aller se préparer dans un goulag, franchement. En tout cas, Bruno est un peu fâché. Il est hostile à ce type de préparation. En tout cas, le Sénégal, les Lions de la Teranga jouent un dernier match ce lundi contre la Corée du Sud. C'est l'ultime match avant donc la première rencontre officielle de cette Coupe du Monde. Alors, en tableau maintenant, nous allons voir les éliminatoires, deuxième tour de la Coupe d'Afrique féminine. Sachez bien que le Cameroun a récidivé en battant le Congo 5-0, la Guinée équatoriale bat le Kenya 2-0, Mali Côte d'Ivoire 0-0, Afrique du Sud Lesotho 6-0, Zimbabwe perd devant la Zambie. 2-1, Éthiopie, Algérie, 3-2. Il y aura un dernier match ce lundi entre le Nigeria et la Gambie. Et puis je voudrais juste vous rajouter en image que le Ghana a des problèmes de corruption avec Kwesi Nyantakyi, président de la Fédération ghanéenne de football, justement, qui a remis sa démission car dans un documentaire explosif sorti en salle mercredi dernier à Accra, la capitale ghanéenne, que vous connaissez, un journaliste d'investigation a affirmé avec des images à l'appui que le président de la Fédération ghanéenne est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin. Et le président a été piégé par des journalistes de son équipe se faisant passer pour des investisseurs potentiels à qui ils font miroiter de juteux contrats. Fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure juste après la pause.